Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de la série H.O. Le film d'aujourd'hui, et oui, le voilà enfin. Star Wars 9, épisode 9, l'ascension de Skywalker, Rise of Skywalker. Il est de J.J. Abrams, avec quand même Chris Terrio aussi scénario, et puis une production un peu compliquée, mais je vais en parler. Je l'ai vu au cinéma en version originale et en 3D, hein, pour le coup. Spoiler tout de suite, la 3D n'a aucun intérêt, donc je vais pas en parler plus que ça. Et en version originale, par contre, au cinéma, et il est sorti en France. Donc aujourd'hui, 18 décembre 2019, c'est rare que je puisse enregistrer juste après. Je remercie très chaleureusement ma compagne qui fait preuve d'une grande permissivité et qui me permet d'aller faire mes petites conneries sur Internet, alors que ça nous bouffe du temps pour nous deux. Honte à moi, vous avez toutes raison, et tous raison d'ailleurs. Mais je me ferai pardonner, ma chérie. Quoi qu'il en soit, ben voilà, on y est. Hein. J'avais promis que je ferais un récapitulatif. Enfin, j'avais dit que j'essaierais de toutes mes forces. Et merci encore au soutien de ma compagne pour ça. J'ai fait une grande rétrospective sur les 8 épisodes de la saga au cinéma. J'ai fini cette rétrospective dans la difficulté en vous proposant un épisode sur l'épisode 8, un épisode de podcast où j'ai fait un épisode de nuit où je parle comme ça. Donc c'est pas toujours évident à écouter, mais au moins j'ai la rétrospective complète. Dites-moi ce que vous en avez pensé d'ailleurs de cet épisode 8, ça m'intéresse de toute façon, critique positive ou négative, c'est toujours intéressant. Et puis donc, on est donc arrivé pile à l'heure pour pouvoir voir ce Star Wars 9 au cinéma, et donc de vous faire ce petit retour déjà. Alors je vais pas faire forcément aussi long que les épisodes récapitulatifs, tout simplement parce que c'est un épisode de H.O., vraiment H.O. en direct, je viens juste de le voir, j'ai pas forcément eu le temps de prendre du recul, il y a des choses peut-être que j'ai mal perçues. Je préfère quand je fais un épisode de H.O. d'avoir un petit peu de temps après le film, où je fais des épisodes plus restreints si j'ai vraiment pas le temps de me remettre dessus, ou carrément faire des épisodes de avoir, surtout quand il s'agit de sagas comme ça, de choses beaucoup plus longues, les Harry Potter ou autres. J'aime bien avoir du recul, je trouve que ça fait des épisodes plus intéressants, on dépasse un petit peu le cadre de la réaction, vous voyez ce que je veux dire ? Donc, pour la petite histoire autour de ce Star Wars épisode 9, déjà, pour connaître un petit peu mon point de vue sur les 8 premiers, et sur notamment les 2 premiers de cette nouvelle trilogie, le 7 et le 8, vous avez les liens dans les informations de la vidéo. Mais au-delà de ça, Star Wars 9 est un projet qui est de toute façon déjà à la base compliqué. Si vous avez suivi un tout petit peu mes retours, oui, j'allais oublier de le dire, je vais faire une partie sans spoiler, une partie avec spoiler, parce que j'aborderai quelques petites choses dans les spoilers quand même, mais je vous rassure, ce ne sera pas un podcast trop long de toute façon. Encore une fois, je viens de voir le film, ce serait un peu trop de l'interprétation, et il est toujours possible que j'ai raté des choses de facto. Je vais essayer de me modérer un petit peu, on va essayer de faire un peu plus vite que d'habitude, un peu mieux, un peu plus dense, rapide, lent, professionnel, hein, comme disent les meilleurs. Hashtag Roi Enoch. Donc tout ça pour dire, ce Star Wars 9 a eu une genèse un peu compliquée. Après un épisode 7 qui était sympathique mais assez creux, et qui avait laissé un petit peu tout le monde circonspect en mode ben, c'était sympa mais en même temps bon voilà, c'était pas très intéressant, et surtout un épisode 7 qui déjà commençait sérieusement à s'écarter des codes de la série, notamment en ce qui concerne l'utilisation de la force, hein, et du personnage de Rey notamment. L'épisode 8, sorti 2 ans plus tard et réalisé et scénarisé par Rian Johnson, avait mis un gros coup de pied dans la fourmilière. Je vous renvoie à mon épisode pour avoir tous les détails. Mais grosso modo, il avait exagéré, poussé à fond l'idée d'amener la force vers quelque chose d'encore plus exagéré et assez mouse. Hein. Donc on va dire un petit côté larger than life, un peu plus foufou que l'épisode précédent, qui était complètement assumé et qui allait encore plus loin dans le 8ème, mais surtout il rompait avec tous les codes de la série, les codes visuels étant, je trouve de mon point de vue, moqués frontalement, les personnages étant emmenés vers des directions qui n'étaient pas du tout sous-entendues, souvent, dans l'épisode 7, l'épisode 8 faisant vraiment des demi-tours à 180 degrés, hein, j'allais dire à 360, n'importe quoi, à 180 degrés sur certains sujets. Je vous renvoie aux personnages, j'ai expliqué tout dans ma critique, les personnages de Finn, de Poe qui avaient déjà pas beaucoup d'évolution dans le 7 et qui évoluaient pas du tout, quasiment plus dans le 8, alors que c'était pour le coup intéressant, ou alors qui évolue un petit peu dans le cas de Finn, mais qui ne faisait pas avancer l'intrigue. Enfin, c'était vraiment un film assez étrange, assez schizophrène, sur bien des points, et qui avait donc beaucoup énervé beaucoup de fans, puisque le film se permettait de trancher net dans plein d'autres éléments que je ne vais pas spoiler là, j'en parlerai un tout petit peu plus dans ma partie spoiler. Et donc, après cet épisode 8 qui a vraiment divisé, au point que les fans ont sorti carrément une pétition pour le faire refaire, hein, pour faire un 8 eux-mêmes, pour faire annuler cet épisode 8 de Rian Johnson des épisodes canon, ce qu'on avait quand même jamais vu, donc c'était quand même assez fort, et quand on sait la puissance de la communauté de fans de Star Wars, c'est quand même impressionnant. Et ben, on a J.J. Abrams qui est revenu sur le projet. Oui, il est revenu sur le projet, parce qu'au départ, en 2015, c'était Colin Trevorrow, le réalisateur notamment
de Jurassic World notamment, et qui actuellement est en train de travailler sur Jurassic World 3, qui était aux commandes. Et en fait, en septembre 2017, il a été annoncé qu'il était débarqué du projet, ou plutôt qu'il quittait le projet pour divergence artistique avec la production, ce qui est une autre manière de dire que grosso modo, ça s'est mal passé, mais aussi que le 8, qui était en train d'être finalisé et qui n'allait donc pas être shooté et qui allait respecter sa sortie, croyez-moi bien que de septembre à décembre, il n'y avait pas moyen de réenregistrer les parties du film qui posaient problème au scénario de Colin Trevorrow. Et donc, à cet endroit-là, Rian Johnson, il a mis tout le monde un peu dedans, et Colin Trevorrow le premier. Et à mon avis, c'est une des raisons principales qui fait que quand on lui a alloué un scénariste, je sais plus qui c'est d'ailleurs, il faudrait que je retrouve son nom, un mec qui bosse vraiment, Jack Thorne, qui bosse vraiment, qui est un scénariste qui travaille vraiment en général avec les grosses boîtes comme Disney, Lucasfilm et autres, pour réécrire les films quand il y a un problème, qui a été envoyé comme grosso modo pour réécrire le script de Trevorrow. Trevorrow l'a plutôt mal pris, s'est fait un peu griller et a décidé grosso modo de claquer la porte. De facto, dès, je sais plus, quelques semaines plus tard, ou une semaine plus tard, je sais plus certain, on a retrouvé notre copain J.J. Abrams à la réalisation de ce 3e épisode. Et oui, il est revenu, Jesus is back, enfin, plus ou moins, je vais vous en parler. Parce que oui, le retour de J.J. Abrams, c'est aussi le retour du point de vue du set. C'est-à-dire qu'au départ, comme il y avait 3 réalisateurs différents, il semblerait qu'a priori, et vu ce qu'a pu se permettre Rian Johnson, ça avait l'air d'être vrai, chacun des réalisateurs devait amener quelque chose de particulier. J.J. Abrams devait lancer une histoire. À la limite, j'ai l'impression qu'il y avait une certaine ambiance cadavre exquis. Chaque réalisateur devant faire un peu ce qu'il voulait avec l'histoire, même si, d'après ce que j'ai compris, J.J. Abrams s'était quand même entendu plus ou moins avec Rian Johnson et Colin Trevorrow pour avoir une certaine suite, sachant que J.J. Abrams, contrairement à Colin Trevorrow et Rian Johnson, était producteur aussi sur les 3 films, ce qui n'est pas le cas de ces 2 comparses. Mais en l'occurrence, Rian Johnson a fait un tel demi-tour dans le 8 que Colin Trevorrow visiblement n'a pas voulu jouer le jeu, plus voulu jouer le jeu à ce moment-là, et c'est donc en désespoir de cause, je caricature à peine, que Disney Lucasfilm a décidé de remettre J.J. Abrams sur le chantier, avec comme difficulté principale, de grosso modo rétablir plus ou moins ce qui devait être le départ. Mais sachant que Rian Johnson avait fait des choix très très forts, il s'est retrouvé un petit peu, je pense qu'ils ont voulu quelque part réétirer le scénario qu'ils avaient déjà mis en place avec Colin Trevorrow pour faire rentrer finalement l'histoire de 8 dans ce scénario, alors que le 8 clairement allait dans une autre direction. Il avait changé de direction à l'histoire, c'était comme ça, il n'y avait plus grand chose à faire. Je me demande vraiment comment dans une production avec autant de pognon, Rian Johnson a pu imposer à ce point-là. Il se trouve qu'il était réalisateur scénariste, vous allez me dire c'est quand même pratique, mais on est quand même suivi sur ce genre de projet, c'est pas du genre tu vas filmer, tu fais un peu ce que tu veux dans ton coin. On n'est pas du tout dans ce genre de cas. Bref, je me poserai toujours un petit peu la question, et si je trouve des réponses à ce jour, je sortirai peut-être un hors-série là-dessus, parce que je trouve ça assez fascinant, que sur un projet pareil, avec autant d'argent et autant de pression, Rian Johnson ait pu aller aussi loin dans le travestissement du projet, entre guillemets. Et donc, nous y voilà. 2 ans plus tard, excusez-moi, J.J. Abrams arrive donc avec la mouture qui clôture enfin cette 3e trilogie qui est censée finir une bonne fois pour toutes l'arc des Skywalker, commencé déjà en 77 avec Star Wars, à l'époque La Guerre des Étoiles, et aujourd'hui appelé Un Nouvel Espoir. C'est quand même un truc de fou. Je fais quand même une petite parenthèse là-dessus parce que j'ai beaucoup parlé des films d'un point de vue critique, j'ai peu parlé du phénomène, mais là maintenant qu'on arrive à la fin de cette série de 9 films, c'est sûr, c'est impressionnant. C'est impressionnant de se dire qu'il y a eu un projet aussi énorme, où les fans ont tenu aussi longtemps, même après la déception qu'avait pu être la prélogie pour plein de fans. Je suis impressionné du nombre de gens qui prennent encore beaucoup à cœur cette série, qui ont beaucoup critiqué le 7, le 8, qui ont voulu carrément refaire le 8, qui ont lancé des Kickstarter carrément pour refaire les films. Enfin, c'est impressionnant. Il y a encore vraiment un Kickstarter d'ailleurs qui avait eu pas mal d'argent. C'est impressionnant de voir à quel point l'univers de Star Wars a marqué les gens. Mais j'insiste, j'en suis franchement convaincu, c'est essentiellement dû à l'univers étendu, aux bandes dessinées, aux films, faits par les fans, aux courts-métrages, à tous ces objets artistiques à côté, très intègres, qui ont fait progresser cet univers. Et je pense que la plus grande force de Lucas et de Lucasfilm à un moment donné, ça a été de dire allez-y, saisissez-vous de l'univers et faites vos versions. Il pouvait pas empêcher les fans, alors il leur l'a laissé faire, peut-être même qu'il a négocié pour avoir du pognon dessus. Bref, c'était très malin, et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui Star Wars est encore aussi ancré dans la culture. C'est cette base de fans hyper forte qui a pu vraiment s'imprégner du projet.
Et donc, nous y voilà avec enfin le pitch que je vais essayer de résumer rapidement de Star Wars Rise of the Skywalker, l'ascension des Skywalker. Dans une galaxie lointaine, très lointaine, il y a longtemps, fort longtemps, Rey a commencé donc son entraînement de Jedi auprès de rien d'autre que Leia Organa et commence à développer une grande sensibilité à la force, mais elle est toujours troublée. Quelque chose ne va pas en elle. Qui plus est, ses amis de la Résistance, Finn et Poe, lui reprochent un peu de ne pas être là et de ne pas les aider à chercher un élément très important qui leur permettrait de retrouver la source de Palpatine. Car oui, l'empereur Palpatine a refait surface, ils s'en sont convaincus maintenant grâce à un de leurs espions au sein du Premier Ordre. Et il est désormais très important pour eux de le retrouver afin de contrecarrer ce qui serait la plus grande menace de la galaxie. En parallèle, Kylo Ren est lui-même à la recherche de ce Palpatine qui menace son pouvoir à la tête du Premier Ordre. Et il est hors de question qu'il lâche quoi que ce soit maintenant que lui-même en est devenu le maître. Désolé pour ces petits spoils, c'est vrai que je ne l'ai pas dit avant, désolé, j'ai un petit peu spoilé pendant ce pitch, mais bon, je ne l'ai pas très bien fait, donc c'est pas trop grave, vous pouvez quand même regarder le 8 sans problème, hein, excusez-moi. Le 7 et le 8 d'ailleurs sans problème. Je vais donc faire une petite partie sans spoiler. Qu'est-ce que je peux dire globalement sans spoiler ce Star Wars? La première chose que je peux dire, c'est que le film, dès son début, fait un énorme grand écart en faisant le retour de Palpatine pour réinsérer, ça c'est un des premiers éléments que tu vois vraiment, qui te fait comprendre qu'ils essaient de réinsérer l'histoire du 8 dans les lignées de ce qu'ils voulaient faire à partir du 7, et que le 8 est en fait finalement une sorte de grand virage, tu le sens dès le début. Nonobstant ce fait, le film est assez enlevé et dès le début on a le droit, je trouve, à des séquences assez fortes, notamment avec Kylo Ren qu'on va buter plein de monde à lui tout seul. Très classe, dans une séquence très classe et très... on retrouve le style opératique qui était présent dans le 7, notamment dans cette fameuse bataille dans la neige, dans le 8 avec la fameuse bataille dans la salle rouge, que je ne vais pas spoiler, je reste très vaste, vague exprès, hein, pour ceux qui ne les ont pas vus, mais qui sont des très belles scènes esthétiquement parlant, en tout cas à l'image. Et puis là maintenant on le retrouve dans une forêt, pareil, je crois que c'est sous la pluie ou la neige en train de se battre, c'est assez cool. Le film est a vraiment de très belles scènes qui avaient été déjà spoilées dans le teaser, mais un affrontement entre Kylo Ren et Rey sur une sorte de berge avec des vagues au milieu d'une grande tempête, superbe, vraiment de très très belles images, et le film est grosso modo très inspiré en termes de mise en scène. Je critiquais assez, pour ceux qui ont écouté dans mes critiques de la nostalgie et de la prélogie, les deux premières trilogies Star Wars sur les Skywalker, que la mise en scène de George Lucas avait tendance à refroidir les choses et que le décor prenait une place importante, voire trop importante, puisqu'il était signifiant, mais plus très émotionnel. Et ben là, c'est l'inverse, presque, j'ai envie de dire. On n'a plus des décors très signifiants sur le fond, mais par contre, c'est très intense en termes d'émotion, vu qu'à ce moment-là, entre Kylo Ren et Rey, il y a vraiment quelque chose qui doit se régler. Et d'ailleurs, c'est pas étonnant que le film soit très complaisant sur cette séquence-là. C'est peut-être la plus longue séquence de combat du film. Et elle est particulièrement déterminante, je reviendrai là-dessus après dans la partie spoiler un peu plus. Tout ça pour dire, le film est clairement généreux dans la mise en scène et dans l'emphase opératique qu'il essaye de donner aux événements. Et ça, c'est plutôt cool. On a le droit de nouveau à des poursuites en vaisseau avec le Faucon Millennium qui sont toujours aussi cool et sympathiques à regarder. On a des batailles spatiales qui sont plutôt bien filmées, mais je trouve qu'ils sont un peu en deçà dans ce film-là, un peu moins lisibles. On a voulu faire beaucoup du mouse avec des très très grandes, vraiment la grande bataille spatiale de toute la série des films. Et honnêtement, elles sont beaucoup moins impressionnantes que celles qu'on avait par exemple au début de Star Wars, la menace fantôme, n'importe quoi, la revanche des Sith, le Star Wars 3. La séquence du début dans l'espace était beaucoup plus impressionnante que celle qu'on a à la fin de celui-ci. Et c'est problématique parce que c'est la scène de fin, mais je reviendrai là-dessus un peu après. Je tiens juste à pointer ça, on sent le retour de J.J. Abrams, c'est opératique, ça veut clairement donner de l'importance émotionnelle aux séquences, et ça c'est cool. Le premier truc que je dirais, c'est que le deuxième truc que je dirais par rapport à ça, donc avec le retour de cette mise en scène fraîche, enlevée et très dynamique, on retrouve enfin, j'ai envie de dire, de vrais enjeux entre notre trio de tête, c'est-à-dire Finn, Poe et Rey. Il y a vraiment des tensions entre eux. En tout cas, on essaye de mettre en place une vraie dynamique entre eux, aussi bien amicale que d'agressivité et de choses comme ça. Et
ça donne enfin de l'enjeu à eux trois ensemble. Le problème, c'est que les deux premiers films ayant énormément eu de difficultés à leur donner de la densité, grosso modo à la moitié du film, le film abandonne littéralement leur liaison pour la reprendre dans la conclusion. Et ça, c'est impressionnant, hein. C'est vraiment c'est un des gros échecs de cette trilogie, c'est que la dynamique relationnelle entre les trois personnages, entre Poe, Finn et Rey, je le spoil tout de suite, va rester finalement très creuse jusqu'à la fin. Et ça, c'est vraiment, mais c'est impressionnant. Au bout de 9 heures, de plus de 9 heures de film, waouh, les gars, il n'y a pas de quoi être fier. Là, franchement, le film a des qualités, encore une fois, comme je dis, il est enlevé, la mise en scène est plutôt dynamique, du coup, ça passe bien. Mais alors, ne pas réussir au bout de 3 films, toujours à créer une vraie dynamique profonde entre les 3 personnages principaux, c'est impressionnant. Et ça vient vraiment d'une difficulté de réécriture du scénario, ça se voit. Il faut savoir que, pour la petite parenthèse, le scénario a été réécrit, notamment parce que Carrie Fisher est décédée entre-temps, elle jouait le rôle de Leia, et le personnage devait être beaucoup plus important, donc le scénario a été repris de zéro, mais je pense aussi que le scénario du 8 qu'a proposé Rian Johnson a clairement remis le scénario du 9 déjà à zéro une première fois, ce qui fait que le décès de Carrie Fisher a été en fait directement intégré dans le film en mode, bon bah de toute façon, c'est ce qui devait se produire. Et ça, quelque part, ça se sent dans le film, que le film a été beaucoup réécrit, qu'il y a eu beaucoup de rustines, et que certaines choses ont été littéralement abandonnées parce que ça devenait ou trop tard, ou trop coûteux, ou trop compliqué à faire rentrer dans l'histoire. J'en parlerai dans la version spoiler, mais je tiens à le dire clairement, il y a vraiment des histoires qui ne vont nulle part, qui ont été abordées dans les 3 films ou dans le film précédent, et qui ne vont nulle part. Et pas seulement des histoires secondaires, vraiment des histoires importantes. Le film prend du temps pour d'autres choses qui, à mon avis, n'ont strictement plus aucun intérêt dans le 3e film de la trilogie, au détriment de choses qui avaient été vraiment commencées avant dans la trilogie et qui clairement ne sont pas conclues, il n'y a pas d'autre mot. Donc je tiens à prévenir tout de suite, mon 3e point c'est ça, je tiens à prévenir les gens qui vont aller le voir en espérant des suites logiques de cette trilogie, ce n'est pas le cas. Le 7 commence à raconter quelque chose, le 8 a rejeté beaucoup de choses du 7 et a raconté autre chose, et le 9 fait de même, il rejette des choses aussi bien du 8 que du 7, et il y répond pas. C'est visiblement un film qui n'a pas réussi à conclure son scénario avant le montage. Je veux dire, c'est flagrant. Il y a vraiment des choses qui sont entamées dans le film et qui sont laissées sans aucune réponse. Alors, je suis sorti du film un peu rapidement parce que j'étais pressé. S'il y a une scène post-générique que j'ai ratée, il faut me le dire. Mais comme ça n'a jamais été le cas dans l'histoire de Star Wars, peut-être qu'ils en ont fait une cette fois-ci, hein, tant pis pour moi. Mais en l'occurrence, je reste bluffé par le fait qu'il y ait autant de trous dans la trilogie. C'est impressionnant de voir à un moment donné la substance de cette histoire, c'est délité littéralement, parce que clairement il n'y a pas eu une pensée une pensée qui a tenu cette histoire de bout en bout. Il y a vraiment eu une première identité dans le 7, une deuxième identité dans le 8, et une identité un peu schizophrène dans le 9, parce qu'on ne savait pas où aller. Et ça, c'est vraiment impressionnant. Moi, je reste stupéfait du résultat, au final, que j'ai vu, parce que, qu'on se comprenne bien, et c'est le 5e point que je vais aborder, le film est pas mal. C'est pas un film désagréable. Je suis allé le voir avec mon neveu, il a été très sympa, il est venu voir avec moi, parce que j'aime pas aller au cinéma tout seul, je me sens trop seul. Donc c'est ça pour dire, on est allé le voir. Non, je déconne. On est allé voir, et avec lunettes 3D et tout, c'était sympathique. En VO et tout, c'était vraiment sympa, hein. Toujours plus sympa de ces films-là de voir en VO. Je préfère entendre Oscar Isaac, que je trouve particulièrement intéressant en version originale, entre autres. Daisy Ridley aussi, avec son accent anglais là qui est marrante. Adam Driver, que je trouve très bon, qui est vraiment un acteur que j'apprécie maintenant, je trouve. Est-ce que c'est les Star Wars qui ont fait ça? Peut-être pas, mais j'apprécie la manière de jouer. Je trouve qu'il est assez profond, ce mec, j'aime bien. Et tout ça pour dire, j'ai pas passé un mauvais moment devant ce film, ça passe. Il y a toujours ce talent de J.J. Abrams pour faire accélérer les choses, pour savoir mettre de la dynamique. Mais on sent beaucoup plus fortement, je trouve, dans ce Star Wars-là que dans le 7, le besoin de s'arrêter par moment pour faire de l'intrigue. C'est-à-dire, là, il s'arrête pour dire « Ah, cet objet, où est-ce qu'on va le trouver? Je sais pas comment on va faire. Ah, j'ai une idée, on va faire comme ça. » Vous voyez, c'est vraiment la discussion qui sert juste à dire « On est perdu. Ah, on a trouvé une solution. » Donc, ça arrive plusieurs fois dans le film. Heureusement qu'il y a entre-temps des séquences un peu plus émotionnelles
notamment et surtout entre Rey et Kylo Ren, et au final c'est vraiment l'histoire de Rey et Kylo Ren qui est le centre de cette trilogie, hein, nettement, maintenant que j'ai vu le 9 je peux le dire, et heureusement les meilleures scènes sont entre deux, parce que sinon ça serait devenu creux et chiant, et heureusement c'est pas le cas. Je peux le dire aussi, et c'est mon 6e point sur ce Star Wars là, avant d'attaquer la partie spoiler, la substance de l'histoire, c'est clairement Rey et Ben Solo et leur relation. Et je trouve que c'est plutôt bien joué, il y a un effet miroir croisé entre le 7 et le 9, qui au final pourrait fonctionner. Je dis bien pourrait, parce qu'il y a beaucoup trop de choses abordées dans le 7 qui sont complètement mis à l'as dans le 9 de manière simplement sans ménagement. Voilà, c'est comme ça, c'est pas là. Donc je vais en parler dans ma partie spoiler, mais tout ça pour dire, c'est plutôt un bon film. C'est pas, je vais faire une petite conclusion de ma partie sans spoiler pour que vous me compreniez. Donc conclusion sans spoil. C'est pas un film désagréable, on passe un bon moment devant ce Star Wars. C'est plutôt sympathique, on a de belles scènes de bataille spatiale, pas extraordinaires mais des bonnes, mais quelques belles scènes en termes d'émotion et de mise en scène qui sont cool. Les chorégraphies du combat à l'épée, paradoxalement dans ce film-là, je les ai trouvées un poil en dessous de ce que proposait le 2 et même le 1. Vous savez, le fameux combat dans la neige, dans la forêt, là, j'avais trouvé ça particulièrement bien chorégraphié. Là, je trouve qu'il y a même les combats entre Ben Solo et Rey sont un peu en dessous, même si j'ai bien aimé la manière dont ça se déroule. C'est un peu longuet, c'est pas très clair, enfin, je sais pas pourquoi ils font des trucs à un moment donné, c'est pas... Voilà. Et je parlerai dans la partie spoiler ce qui se produit pour les personnages plus en détail, parce que je peux pas l'aborder là sans dire de bêtises. Mais grosso modo, ça reste quand même bien enlevé, et l'histoire se suit tranquillement, avec des petits retournements de situation au niveau émotionnel, c'est pas mal du tout. Nonobstant, je dois le dire, pour peu qu'on ait vu le 7 et le 8 et qu'on s'en souvienne un petit peu, le film est vraiment étrange. Il y a vraiment plusieurs moments où le public dans la salle a vraiment réagi en mode « Oh purée, non, mais pff !» en étant gavé des choix scénaristiques et de la tournure de l'histoire. Et je peux comprendre ça, je dis pas forcément pour moi que je trouvais ça scandaleux, mais je peux le comprendre parce que c'est autre chose qui avait été vendu, développé, traité dans cet épisode, dans les épisodes 7 et 8. Ce qui fait de cet épisode 9 un épisode forcément qui va diviser beaucoup, hein. Parce que de là à nous vendre une force qui avait augmenté dans le 7-8 en devenant vraiment Maus, en donnant des pouvoirs psychiques intergalactiques aux Jedi, pourquoi pas? Mais là on continue, on va encore plus loin, on franchit encore un cap, et je veux pas spoiler comment, dans cette transmission mentale de planète à planète. Mais en plus, il y a vraiment toute la fin du film qui joue sur un côté Maus costaud, qui est compréhensible, hein, c'est la conclusion de la conclusion, on y va, on pousse un peu le bouchon, mais en fait ça devient un peu ridicule. Ce que je vous avais prédit d'ailleurs dans la fin de ma conclusion du 8, que ça allait se produire, et ben ça se produit, hein, voilà, la force, ça devient exactement ce que j'avais dit. Bon, c'est pas une surprise en soi, je me doutais qu'à un moment donné, ils allaient aller un petit peu au côté... et il faut être au top du top du top, c'est les plus grands, puissants Jedi et Sith qui aient jamais existé. Bon, bah voilà, fallait que les films mettent les pieds dedans, ou plutôt les mains dedans. Mais c'est clair que ça enlève vraiment de l'importance à tout le reste. La bataille entre les rebelles et le Premier Ordre, ou ce qu'il devient dans ce film-là, ça n'a pas d'importance, puisque visiblement, les Sith et les Jedi peuvent s'attaquer à eux frontalement. Enfin, il y a vraiment un déséquilibre là dans l'histoire de Star Wars qui, à mon avis, est une erreur. Maintenant qu'on est au bout du 9, je le dis, c'est une erreur. Avoir donné autant d'importance à la Force a enlevé beaucoup d'importance aux autres personnages, et c'est pas anodin que scénaristiquement le film soit très déséquilibré. Je vais être clair, Finn et Poe ont des conclusions décevantes, assez inintéressantes, sympathiques, hein, ça peut faire rire, ils ont quelques répliques marrantes, il y a quelques petites originalités en mode ouais, bah vous voyez, vous voulez que ça finisse comme d'habitude, bah non, c'est un petit peu différent, mais ça va pas très loin, et je ne vous raconte pas quand on commence à révéler les origines de personnages, comme on retombe sur des trucs un peu lourdingues. J'avais dit dans ma critique de 8 que c'était très intéressant de faire de Rey ce qu'elle était devenue, et encore je ne veux pas spoiler. Bah voilà, je vais pas spoiler, mais c'est pas du tout ce que fait le 9. Comme prévu, J.J. Abrams fait un retour galipette en arrière et contredit Rian Johnson. Donc on a en fait des films qui ont perdu du temps à s'opposer les uns aux autres, hein. Faut être clair et net, hein. C'est ça le résultat, il y a un côté sale gosse des deux côtés, que ce soit chez Rian Johnson ou chez J.J. Abrams. Et le fait de revoir J.J. Abrams à la production et à la réalisation sur ce troisième film me donne vraiment l'impression que ça a été une bataille d'ego. Rian Johnson est allé dans une autre direction, ça n'a pas plu à J.J. Du coup il est revenu en mode écoutez, si c'est comme ça, moi je vais le refaire, et je vais refaire le truc, vous virez Colin Trevorrow et j'y vais. Je pense vraiment que ça a pu se produire. Et en parallèle de ça, pour pas être emmerdé par visiblement Rian Johnson
qui allait leur casser la baraque et qui s'était pas fait chier avec le 8, ils ont proposé toute une trilogie maintenant qui est supposée commencer en 2021 ou 2022 à Rian Johnson. Donc il y a vraiment un côté c'est bataille d'ego, purement et simplement. Tout ça pour dire, est-ce que je déconseille de voir ce Star Wars 9 ? Non, parce que ça reste un film sympathique. Nonobstant, c'est forcément décevant. Enfin, je veux dire, on peut être content, on peut être surpris par certaines choses, mais il y a plein de choses qui, quand on se prend le temps... On va sortir de la salle en se disant le film est sympa, et on va avoir le même effet que pour le 7, mais là c'est en pire. Non seulement c'est un peu creux, mais en plus on nous avait promis des choses dans l'histoire qui ne se produisent pas pour de mauvaises raisons. On nous donne pas de raison. On nous dit juste, voilà, bon, bah c'était un petit peu comme ça, voilà. C'est parce qu'il, voilà, c'était un peu ça. Et alors, voilà, c'est tout. C'est commencer une histoire, développer l'histoire, et pas mettre de conclusion, et c'est très présent dans ce film. Bref, ce Star Wars 9 est une déception, mais pas forcément en termes de spectacle, en termes de moments passés, ça reste un bon film popcorn. Mais vous entendez ce que je viens de dire, Star Wars, un bon film popcorn. J'ai fait beaucoup de critiques sur la prélogie, j'ai été dur. Mais un truc que j'ai jamais enlevé à la prélogie, c'est sa profondeur. Là, vraiment, quand tu prends cette trilogie, mis à part le rapport Kylo Ren-Rey, et clairement le personnage de Kylo Ren qui va lui au moins au bout d'un trajet qui est plus ou moins cohérent pour lui, même si on sent les galipettes entre le 7 et lui, entre le 8 et le 9, entre le 7 et le 8 et le 8 et le 9, ben, au moins lui il a une histoire qui va au bout, mais sur 4 personnages, c'est le seul qui va au bout réellement d'un truc. Les autres, ils vont rester quelque part creux. Le fait que Rey ait une relation finalement assez superficielle avec Poe et Finn lui enlève aussi de la qualité, de la densité. Il y a une importance renouvelée qui est donnée à Leia et qui est très intéressante et qui est fraîche, et à laquelle Rey participe, et au final on est attaché à ça parce qu'on connaît Leia des précédents films. Pour moi, en termes de scénario, cette nouvelle trilogie est un échec. Ils ont foiré. Ils devaient proposer quelque chose de dense, d'aussi dense que la prélogie et la nostalgie, et ils n'y sont pas parvenus. Résultat, ils se sont réabattus, dès qu'ils étaient perdus, sur les méchants d'origine, sur Luke et sur Leia. C'est assez impressionnant. Et du coup, le seul personnage qui arrive à un peu plus ou moins cohérent, c'est Kylo Ren. Mais lui-même, il a un trajet tellement alambiqué au bout d'un moment entre les 3 films que je suis même pas sûr que le spectateur ait pu vraiment l'apprécier, alors que je trouve qu'il est pour le coup plutôt intéressant. Mais Rey en face fait pas le figure, elle met 2 films grosso modo à se développer. Ils choisissent une direction dans le 8 qui est très intéressant, et le 9 dit non, elle ira pas dans cette direction-là. Ce qui fait qu'il y a en plus des contradictions de sens, c'est pas seulement des retournements de situation, c'est des contradictions de sens entre les films. Bref. Je conseille quand même de Star Wars 9 si on veut passer un bon moment, mais franchement, débranchez votre cerveau. Ne sortez pas du film en commençant à vous poser des questions de cohérence entre les 2 films de la série. Vous allez devenir ouf. Voilà, je vais m'arrêter là pour la partie sans spoiler, et on va commencer une partie spoiler. Je vais aller un petit peu plus loin sur le trajet des personnages. Je vais pas faire long, mais j'aimerais bien avoir le temps un petit peu de vous parler un petit peu de ça, parce que j'ai fait toute une rétrospective, j'aimerais quand même l'aborder un petit peu. On va pas faire long, on va se faire 5 minutes. C'est vraiment juste une partie spoiler, histoire d'évoquer certaines choses qui, à mon avis, sont pas évocables sans spoiler. Donc, allons-y pour la partie spoiler. Donc voilà, si vous êtes encore là, vous l'avez vu, vous avez vu Star Wars 9, l'ascension des Skywalker. Donc dans cette partie spoiler, j'aimerais évoquer plusieurs points. Le premier, c'est bien sûr le retour de Palpatine comme grand méchant. Je vais être clair avec vous, maintenant que j'ai vu le film, il est évident que Palpatine ne devait pas revenir, et que c'était bien au départ Snoke qui devait avoir ce rôle-là, qui devait créer la dernière armée du Premier Ordre pendant des années. Parce que tout le truc de dire que Palpatine a pu se planquer et construire une armée pareille dans un univers aussi cohérent que celui de Star Wars, où clairement, quand les gens achètent des choses, on est au courant, et c'est clairement dans la prélogie qu'on le voit, c'est compliqué de monter une armée, lui il monte carrément une armée de destroyers en catimini, et il arrive à planquer ça pendant des années, au point qu'on pense qu'il a disparu, et que Snoke n'est même pas au courant. Là on nous vend le truc du genre Snoke en fait est un clone que j'ai utilisé, c'est ma marionnette. Waouh, ça faisait pas du tout partie du discours du personnage, donc ça arrive un peu de nulle part, c'est vraiment le truc rustine, histoire de dire si, mais en fait dès le départ on voulait pas le Palpatine. Mon cul sur la commode, j'y crois pas une seconde. C'est vraiment parce que Rian Johnson sur le 8 les a mis dedans, et il fallait qu'il ressorte un empereur du mal, parce qu'ils avaient envie de raconter au final le retournement de Ben Solo, donc dans la tradition typique des Star Wars, un Skywalker qui passe dans le côté obscur et qui finit par revenir dans la lumière. Ça en l'espace de 3 films. Pourquoi pas, mais c'était tellement pas assez décidé dès le début qu'à la fin du 8, il est de nouveau du côté obscur à fond, et que c'est finalement dans le 9 qu'il va finalement se retourner. Et ils ont cette bonne idée scénaristique de faire revenir mon copain Harrison Ford, son père, et de faire un miroir inversé de la scène du 7, où finalement il ne tue pas son père, mais il décide de revenir vers lui,
à partir du moment où sa mère est morte et tout ça, et il jette sa fameuse épée en croix. Donc c'est ça, à la limite, je trouve ça intéressant, c'est une bonne idée. C'est plutôt malin, en fait. C'est pas que c'est une bonne idée, c'est malin, et ça permet de faire croire qu'il y avait une certaine cohérence dans la série et qu'il voulait aller là. Mais le 8 est un tel contraste. Il y a quand même chez le personnage de Kylo Ren des choses qui sont pas réglées, notamment par rapport à Luke Skywalker. On reste quand même très évanescent, hein. Ce qui fait que, deuxième gros spoiler, la relation qu'il a avec Rey et qu'il les mène carrément, elle le tue, elle le ressuscite entre guillemets, et puis finalement ils s'embrassent avant que lui disparaisse. C'est-à-dire qu'il y a de l'amour entre eux, c'est un peu fort de café. Si c'était cette fameuse dyade, cette idée qu'ils sont les deux faces d'une même médaille, que je trouve très intéressante, il y avait vraiment des choses beaucoup plus intéressantes à faire avec, plutôt que de, grosso modo, en faire un sacrifice un peu vain de Ben Solo, qui, comme il est revenu vers la lumière, il disparaît comme tous les Jedi. Et d'ailleurs, on le revoit pas à la fin, alors que c'est un Skywalker, alors que ça aurait été complètement logique qu'il soit à côté de Luke et Leia quand Rey voit la fameuse vision des Skywalker qui viennent lui dire, grosso modo, qu'elle fait partie de la famille. Mais bon, ça me porte à croire que ça a été vraiment encore alambiqué cette fin d'histoire. Ça m'amène au deuxième point que je voulais aborder dans cette partie, c'est bien sûr les destins de Finn et Poe qui sont absurdes. Poe qui, grosso modo, on apprend dans ce film-là que c'était un ancien contrebandier d'épices. Voilà, je vais juste dire une chose simple, claire et nette, hashtag sans intérêt. Il n'y a rien à dire de ça. Pourquoi on nous apprend ça? Pour nous dire qu'il en a honte. Aucun intérêt. Ça ne mène à rien. Clairement à rien. Il a eu du passé de contrebandier, il y a des gens qui lui en veulent. Grosso modo, c'est pour le faire style, non mais lui c'est le Han Solo de l'histoire. C'était un petit peu pareil pour Han Solo à l'époque, vous vous souvenez? Non, c'était pas pareil, parce qu'on l'apprenait dans le premier film, mais pas dans le dernier de la saga. Et il avait le temps de changer Han Solo. Là, clairement, depuis le début, Poe Dameron, c'est un résistant. On apprend qu'il a un passé un petit peu de papa, un petit peu de main sale. Eh ben ça change rien. Il n'est pas tenté par le côté obscur, ça change rien aux enjeux du film du tout. C'est un résistant, le seul truc c'est que ça lui donne une petite histoire avec une meuf qui finalement lui fait pas de bisous à la fin alors que lui visiblement il est intéressé. Donc c'est mignon, ça prête à sourire et c'est tout ce que fera l'histoire de Poe dans la trilogie. Putain c'est tristissime vraiment, quand tu penses que c'est Oscar Isaac qui joue ça, nom de Dieu. Et en parallèle de ça, on a Finn qui était clairement très fortement vendu dans le Star Wars 7 pour être l'amoureux de Rey. Ils avaient un rapport avec Rey comme ça dans les regards, dans le physique, dans tout qui était joué là-dessus. Et là, on nous vire ça dans le 9 parce que tout simplement, Rian Johnson a rajouté dans le 8 cette liaison mentale entre Ben et Rey. Et du coup, clairement, Poe fait tâche dans le film. C'est-à-dire que il poursuit Rey pendant toute une partie du film. Il y a carrément plusieurs moments où il est en mode « Oui, il faut que je te dise quelque chose avant qu'on meure ». Il n'arrive pas à lui dire. Plusieurs fois, je crois que ça arrive 2 fois dans le film, il la poursuit à un moment donné alors qu'elle est en train de se battre avec Kylo Ren, elle le vire littéralement physiquement et elle s'enfuit sur un autre truc que lui ne peut pas atteindre, dans la fameuse tempête de mer, c'est vraiment... Et à partir de ce moment-là, leur histoire est réglée. C'est-à-dire, lui s'inquiète pour Rey, il a l'air d'être amoureux d'elle et tout ça, machin, mais finalement, dans toute la scène de fin, où une déclaration aurait été, pour moi, évidente, éventuellement Rey lui aurait dit non, mais à la limite, pourquoi pas, cette déclaration n'a pas lieu. En fait, c'est juste, voilà, à partir du moment où elle l'expulse à cet endroit-là, il est inquiet pour elle parce qu'il ressent un petit peu la force, voilà. Non, mais c'est parce qu'il ressent la force, hein, c'est pour ça qu'il a pris le sable dans le premier. Enfin, on sent clairement qu'il y avait, dans le fameux miroir que J.J. Abrams a choisi de faire entre le 7 et le 9, il y avait cette idée à un moment donné qu'on retrouverait ce fameux duel Rey, Ben Solo, donc Kylo Ren, et Finn. C'était évident, ça se sentait venir. Et là, il est exclu physiquement, pour finalement être accompagné par un personnage de John Black qui est une ancienne Stormtrooper comme lui, parce que oui, en plus, super idée. La seule originalité qui le rendait vraiment unique dans la série, c'était que c'était le seul Stormtrooper visiblement à avoir jamais déserté. Et là, on découvre qu'ils étaient déjà pleins, ce qui fait grosso modo, ça devient un mec lambda. Rey est visiblement plus intéressé par lui, donc il est plus intéressant. Et avec Rose qui est là dans le film, il a visiblement plus pas de relation amoureuse. Donc en fait, lui, clairement, il unit Poe à Rey, ce qui fait, grosso modo, il est le lien de leur trio. Mais il n'a pas plus d'importance que Poe dans l'histoire, au final, au total. Pas plus que ça. Il court après Rey, je ne sais même pas s'il la sauve une fois dans la série. Enfin, il n'a aucune incidence, finalement, sur cette histoire. Et toute son histoire avec Rose n'en a pas non plus, puisque c'est conclu, on voit Rose serrée dans ses bras de Chewie. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est avec Chewie, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, elle n'est pas non plus avec Finn. C'est hallucinant, mais au bout du 3e film, 2 personnages sur 3 de cette bande de bras cassés est allé nulle part. Et là, quelque part, on peut en vouloir à Rian Johnson d'avoir tellement travesti les choses que dans le 8, finalement, il aurait peut-être dû mourir dans le 8, ça aurait été plus simple.
Mais en même temps, le 9 le désassume encore plus le 8 que le 7. Que le 7 n'était désassumé par le 8. C'est impressionnant, quoi. Tout ça pour dire... Encore une fois, c'est ma réaction à chaud, j'ai pu rater des choses, mais c'est impressionnant. On a 3 personnages principaux et ça va pas au bout. L'autre point que je voulais aborder, c'est bien sûr le fait de faire revenir de manière très forte Leia. Moi, personnellement, j'ai apprécié ça, c'est une qualité du film. On comprend que Leia a été formée à être Jedi, qu'elle a eu un sabre, que finalement, un sabre laser que Rey va récupérer. Moi, j'ai beaucoup aimé ça, j'ai beaucoup aimé l'idée assez intelligente de dire, bah oui, en 35 ans, avec un rapport à la Force, bah Luke l'a formée. Et ça, j'ai bien aimé, et c'est pour ça qu'elle c'est cohérent sur le fait qu'elle a transmis son fils à Luke, parce qu'elle trouvait que c'était un bon maître. Et j'aime bien cette idée aussi qu'elle ait découvert, qu'elle avait vu que son fils allait mourir, et qu'elle voulait éviter ça en devenant un Jedi et tout ça, et qu'elle a donc arrêté. Enfin, c'est pas forcément très subtil, et on sent que clairement il y avait toute une histoire autour d'elle qui aurait dû être là dans le 9 et qui a dû être abandonnée, et c'est dommage, j'aurais été curieux de voir ce que ça aurait donné. Mais en l'état, je trouve que ça reste intéressant, je trouve que j'ai pas vu de plan choquant, du genre ils essaient de rajouter des plans en 3D sur elle ou autre, ils ont récupéré des plans qu'ils avaient déjà tournés avec elle, et ils les ont introduits dans l'histoire. C'est pas toujours réussi, parce que des fois il y a des dialogues qui mènent un peu à rien, tu sens qu'elle répondrait quelque chose dans le caractère du personnage de Leia, mais bon voilà, comme ils avaient visiblement pas tourné, ils ont pas la réponse. Donc c'est un peu rapide, pareil pour sa mort, hein, on sent que voilà, c'est un petit peu forcé dans l'histoire, parce que voilà, il n'y avait pas moyen de tourner avec l'actrice, mais en même temps c'est assez beau, et ça donne, je trouve, ça amène le personnage de Leia à une certaine maturité dans la série, en parallèle de Luke, qui lui-même revient en esprit, finir grosso modo la formation de Rey, et pareil, avoir un rapport avec Rey qui est plutôt juste, et là je suis obligé de faire une parenthèse très forte. Vous vous souvenez au début du 8, comment dire, Luke recevait le sabre de son père des mains de Rey, et il le jetait nonchalamment, limite dans la mer, et c'était Rey qui allait le récupérer. Et là on a exactement la scène inverse, Rey qui veut jeter le sabre de Luke Skywalker quand elle a découvert que, spoiler énorme, elle est la fille de Palpatine, et c'est Luke qui en esprit attrape le sabre et lui dit « on fait pas ça ». C'est une réponse directe de J.J. Abrams à Rian Johnson. Là, vraiment, si vous voulez un exemple concret, direct, frontal, de 2 réalisateurs qui se font des fucks l'un à l'autre et qui, au prix des films, c'est ça. C'est vraiment ça. Et ensuite, il va clairement à l'inverse de tout ce qu'a dit, fait dire par Rian Johnson à Luke dans le 8. Le 8 est une erreur dans l'histoire quasi maintenant. Heureusement qu'il y a l'histoire encore de Kylo Ren qui est plutôt cohérente là-dedans, sinon ce serait une grande erreur. C'est impressionnant. Tout ça pour dire... pour revenir sur mon petit personnage de Luke, je trouve qu'ils l'ont bien fait revenir aussi, que ce qu'il dit est cohérent, que ça ressemble au personnage, et le fait qu'il booste Rey, qu'il lui fait comprendre qu'elle est en relation avec tous les Jedi, bah, c'est une jolie conclusion d'entendre tous les Jedi venir lui dire à la fin Rise, relève-toi, on est tous avec toi, tous les Jedi sont avec toi, voilà. Donc c'est pas très subtil, c'est clair, mais c'est plutôt bien admis, à la nuance près que, comme je disais, non, je l'ai pas dit, mais c'est mon 5e point de cette partie spoiler. Ben Solo est un peu exclu de la fin du film pour revenir finalement sauver Rey. C'est un peu limite parce que l'empereur aurait pu largement jeter Ben et Rey dans le ravin, quitte à jeter tout le monde pour s'occuper des rebelles. Et je pense qu'il y aurait eu largement des ficelles scénaristiques pour dire qu'il sauverait à ce moment-là pour différentes raisons, et que c'est Rey qui vient s'opposer à Palpatine. J'aurais trouvé beaucoup plus logique qu'ils s'y opposent tous les deux et que en quelque sorte, plutôt que de sauver Rey, de lui sauver la vie un peu à l'inverse, il meurt en la sauvant. Enfin, pour moi, ça aurait été beaucoup plus cohérent. En plus, ça aurait ressemblé à Star Wars 7, et Dieu sait que... à Star Wars 6, et Dieu sait que J.J. Abrams se revendique de la nostalgie. Bref, tout ça pour dire, c'était... exclure Ben Solo alors que son arc narratif est plutôt réussi, c'est un peu dommage. Oui, mon 7e point de cette partie spoiler, c'est que Ben Solo... Je trouve le trajet de Ben Solo plutôt réussi dans la trilogie malgré tout. J'aime ce que Adam Driver propose, et le fait qu'il ait des hésitations entre la lumière et l'obscurité est clairement présent dans le 7, dans le 8, malgré la fin du 8 qui est clairement voulait plus aller dans cette direction-là, mais tant pis. C'est logique, voilà, il fait la paix avec son père alors que sa mère est morte, sa mère le sauve. Enfin voilà, je trouvais que c'était... Pour moi, c'est un beau personnage, pas extraordinaire, mais un beau personnage qui surnage un petit peu dans tout ce bordel. Et là, je vais m'arrêter là sur la partie spoiler, mais grosso modo, vous avez... je vais entamer une conclusion de cette partie spoiler, voilà, je vais conclure.
pour conclure un tout petit peu cette rétrospective, il faudrait quand même que je refasse un épisode plus tard pour voir tous les éléments, il faudrait que je revoie le film, je me pose un peu, je le ferai peut-être à l'occasion, on ne sait jamais. Mais grosso modo, j'ai trouvé le film sympathique, j'ai pas passé un mauvais moment. Mais dès que tu sors du film et que tu commences à dire, attends, mais pourquoi telle chose, c'est décevant. Pourquoi finalement Rey embrasse Ben Solo? Oui, ça arrivait dans le 8, mais c'était clairement avec Finn qu'elle avait une relation, quelque chose de fort, parce qu'ils venaient tous les deux de nulle part. Et le film fait exprès des demi-tours en disant, mais non, mais lui en fait c'est juste un Stormtrooper comme les autres, hein, il n'est pas exceptionnel. Tout ça pour permettre à l'histoire entre Finn et Rey d'être, entre Rey et Ben Solo d'être l'histoire d'amour de cette trilogie. C'est pas terrible, en plus il lui fait un bisou et il meurt juste après, bon voilà, est-ce que c'était nécessaire? J'ai plus entendu de gens dans la salle pouffer, être un peu en mode, oh là là, quelle idée, que d'apprécier cette idée-là. Sachant qu'ils avaient plus un rapport de frères et sœurs, de jumeaux siamois qui à mon avis, aurait été beaucoup plus beau. Sans compter, voilà, je reviens sur l'histoire de Poe qui ne tient pas debout, le fait de faire revenir Palpatine, qui est clairement une rustine, et ça se voit, et le fait, ah oui, je l'ai pas dit assez dans ma critique sans spoiler, mais le film souffre clairement d'une difficulté à inclure dans sa narration les passages d'explicatifs. C'est dynamique, ça prend pas trop de temps, mais tous les passages de « Ah, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Ah, ben il faut mettre tel plan en place, machin », ça correspond à l'histoire, à l'ADN de Star Wars, mais c'est un peu chaotant. Perso, je pense que si vous avez apprécié le 7 et le 8, bah, vous aimerez le 9, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais si, comme moi, vous êtes sorti des 7 et 8 avec plus de questions que de réponses amenées par les films, on sort forcément de ce 9 déçu. Et pour moi, l'axe principal qui prouve que le 9 est un échec et que cette nouvelle trilogie n'est pas arrivée clairement, est une toute petite entrée de Star Wars dans le cinéma contemporain des années 2020, c'est la fameuse histoire avortée entre Finn et Rey, qui est avortée, mais vraiment en balançant tout par la fenêtre. Voilà, j'ai peut-être oublié des choses, mais je voulais pas vous faire un trop grand retour cette fois-ci sur ce Star Wars. Merci beaucoup pour votre écoute, j'espère que cette grande rétrospective vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner évidemment, mais à tweeter, facebooker, instagrammer, liker, partager, surtout commenter, bien sûr, c'est ça qui m'intéresse le plus. Le film vient de sortir, donc j'ai peut-être raté plein de choses, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi tout au long de cette rétrospective et de ce 9e épisode de la série Star Wars, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de HO. Passez de très bonnes fêtes de Noël, je vais arriver avec des épisodes spéciaux de Noël, c'est pour bientôt, et pour un épisode de Nouvel An aussi, et on se retrouve bientôt, et l'année prochaine j'espère, pour de nouvelles rétrospectives comme celle-là. Merci encore beaucoup les amis, et à très bientôt pour un nouvel épisode de HO. Salut les amis, ciao ciao.